Bonsoir. L'architecture vecteur du politique, quatrième cours. Donc aujourd'hui, Outre-Rhin, épisode allemand de Weimar à la guerre froide. Je voudrais commencer par une double image. En rappelant que dans la plupart des récits historiques courants, ceux que lisent les étudiants en architecture, ceux que lit tout le monde aujourd'hui, les intersections entre l'architecture et la politique en Allemagne, dans l'Allemagne contemporaine, sont réduites en général à deux épisodes. D'une part, le Neues Bauen, la nouvelle manière de construire, représentée par ce livre de Walter Kurt Behrens, publié en 1927, à l'occasion de l'exposition de Stuttgart, dont je reparlerai. Donc le Neues Bauen d'un côté, avec les programmes d'habitation de la République de Weimar, et à droite, la dévotion réciproque entretenue entre Adolf Hitler et Albert Speer, une sorte d'histoire d'amour viril. Ces figures idéales d'une architecture moderne qui serait au service d'un projet réformateur et démocratique, celui de Weimar, et d'une architecture monumentale et historiciste qui serait à la botte d'une entreprise criminelle, celle des nazis, doivent évidemment être relues ou revues. Comment s'y prendre ? La première stratégie pour les relire, ou pour les revisiter, pour les revisionner, consisterait à s'intéresser à leurs dimensions contradictoires, à voir ce qui semble à leurs propos relever du paradoxe. Il apparaîtrait ainsi, à y voir les choses de plus près, que des collectivités considérées comme politiquement progressistes, entre guillemets, disons social-démocrates dans la période de Weimar, ou démocratiques, ont utilisé les services d'architectes traditionnalistes, pas toutes construits avec des toits plats. Quant à Speer, certains dispositifs de ses plans pour Berlin et surtout la politique de reconstruction qu'il a parrainée à partir du tournant de Stalingrad dans la guerre, montre assez clairement qu'il était, Speer, capable de recourir à des méthodes, à des esthétiques, à des assistants modernes, sans pour autant renoncer au contenu des programmes du national-socialisme, puisque c'était au moment où ses collaborateurs commençaient à proposer une reconstruction moderne que Speer s'est engagé dans les crimes qui lui ont valu d'être présent au procès de Nuremberg, c'est-à-dire l'extermination par le travail de centaines de milliers de déportés. De telles observations opérées selon deux plans presque synchroniques, les 14 années de la République de Weimar et les 12 années d'un Reich qui se voulait millénaire, 12 années, ne sont pas suffisantes. Alors je voudrais vous proposer, je n'ai pas coutume de le faire, mais cette fois-ci, je m'y suis collé avec quelques soutiens graphiques. J'ai élaboré un tableau très bête qui montre les différents moments politiques de la vie de l'Allemagne au XIXe ou XXe siècle et la durée de vie des architectes. Du plus ancien évoqué ici, Peter Behrens, né en 1869, à Albert Speer, qui est né en 1910, si je ne me trompe, en tout cas qui est né, on le verra, qui est né beaucoup plus tard. En gris figurent les exils avec ou sans retour, avec en fait très peu de retours pendant la période du nazisme. En effet, pour comprendre ces problèmes, on pourrait tracer deux coupes longues. La première ferait apparaître l'enchaînement assez rapide des régimes politiques entre l'unité allemande de 1871 et la fin de la guerre froide, que marque, comme vous le savez, la Wende, le tournant des années 1989-90. La seconde coupe révélerait, et on ne la voit pas ici, ou on la devine, révélerait les transformations en profondeur de la théorie et de la pratique de l'architecture pendant ces 120 années. Transformations informées par celles des sciences, de la culture et des arts. Je dessinerai plus précisément ces transformations, mais je tiens d'emblée à rappeler quelques caractéristiques importantes de l'Allemagne. On ne peut pas procéder à un parallèle strict avec un pays comme la France, car en dépit des accès centralisateurs et des politiques centralisatrices des États de Bismarck et de Hitler, en dépit de l'existence d'institutions et d'associations nationales ou fédérales,
la diversité régionale est restée une constante, à l'inverse de ce qui fut le cas au cours de la même période en Grande-Bretagne ou en France. Ainsi, convient-il de saisir ce qui a séparé et ce qui sépare Berlin de Hambourg et Stuttgart de Cologne, sans parler de petites villes importantes pour mon récit, comme Breslau ou Königsberg, villes aujourd'hui intégrées, comme vous le savez, dans la Pologne et la Russie respectivement. Des coupes plus courtes relativement sont aussi indispensables pour mesurer les dynamiques internes à l'architecture en révélant les péripéties constitutives des trajectoires des professionnels dont la production a traversé les régimes. C'est ce que l'on voit ici. Qu'il s'agisse des activités menées dans les années 20 et 30 par les architectes formés avant 1914, de celles menées sous le nazisme par les architectes formés sous Weimar, ou encore de celles plus tendues. Il y a quelques exemples ici, notamment Behrens, mais peut-être le plus typique, c'est celui de Wilhelm Kreis, des architectes dont la pratique s'est déployée au cours de 4 régimes successifs. Latéralement, en quelque sorte, si l'on imagine la carte géographique de l'Allemagne, les mouvements de certains de ces architectes entre les deux Allemagnes, je pense à Scharoun par exemple après 1945, les exils et les retours doivent aussi être pris en compte. Alors à défaut, évidemment, en une heure, de présenter une histoire de toutes les péripéties politiques, péripéties périphériques y compris, rappelons à grands traits quels ont été les régimes allemands successifs et leurs entreprises architecturales, quels aient été le fait de l'appareil d'État central, des appareils régionaux ou locaux, ou d'associations dont le rôle a parfois été considérable, d'associations culturelles ou professionnelles. Ici, les deux tournants, les deux limites de mon propos, donc la proclamation de l'unité allemande dans la Galerie des Glaces de Versailles, janvier 1871, et la destruction du mur. Le mur n'est pas tombé, on a l'habitude de dire la chute du mur, ce qui est une expression qui mérite un peu. Le mur a été détruit, a été ouvert d'abord, puis détruit. Il n'est jamais tombé. Alors, entre donc cette unification de 1871 et la révolution de novembre 1918, le Deuxième Reich de Guillaume Ier et de Bismarck, puis de Guillaume II, ne correspond pas aux représentations paranoïaques qui en ont été faites en France, surtout à l'époque. Mettant en œuvre des réformes significatives sous la pression d'une social-démocratie très puissante, très menaçante en fait, politiquement, l'Allemagne connaît une urbanisation galopante qui stimule la croissance des grandes villes et appelle l'élaboration d'une discipline nouvelle, l'urbanisme. L'Allemagne est le laboratoire incontestable de cette nouvelle discipline. Terrain de confrontation entre ingénieurs et architectes, le Städtebau, l'urbanisme à l'allemande, formera des modèles de plans et de règlements étudiés et imités dans toute l'Europe et en Amérique du Nord, et qui d'ailleurs donne à certains l'image d'une sorte d'Amérique européenne. C'est ce que le sociologue français Maurice Halbwachs remarque lorsqu'il va à Berlin au début du XXe siècle, que l'Allemagne semble évoquer tous les traits de l'Amérique pour ceux qui n'y sont pas allés. La construction de l'appareil d'État d'un empire étendu implique la réalisation de nombreux programmes publics, écoles, tribunaux, hôtels de ville, bibliothèques. Les opérations menées par exemple à Strasbourg, capitale du Reichsland d'Alsace-Lorraine, à partir de 1871, sont emblématiques de toute cette politique. Vous voyez ici la bibliothèque, au fond de la perspective, l'université. La fondation de l'Empire fait aussi l'objet d'une célébration presque en temps réel, une célébration décentralisée sur tout le territoire, avec l'érection de nombreuses Bismarckstürme qui explorent des langages assez divers. Ici, 2 tours assez proches, mais beaucoup d'architectes commencent leur carrière en faisant des concours pour ces tours. L'essor des grandes entreprises, des producteurs d'acier ou des chimistes transforme le paysage de ces villes. Berlin fait figure d'électropolis, c'est le terme qu'on utilise souvent, à cause de la concentration d'industries que dominent Siemens et l'AEG. Et pour cette dernière, comme vous voyez à gauche, les patrons, Emil et Walter Rathenau, s'attachent les services de Peter Behrens, qui conçoit non seulement les usines,
mais aussi tous les produits et jusqu'à la communication visuelle de leur société. La recherche d'une expression des valeurs industrielles dans l'architecture aiguise l'intérêt de ceux-ci pour les édifices américains, comme les usines d'automobiles d'Albert Kahn à Detroit, ou vous voyez à droite les silos à blé, l'un d'entre eux étant argentin, dont Gropius vante les qualités dans un article tout à fait marquant de 1913. Cette célébration de l'Amérique, vue comme patrie de l'industrie, Gropius parle en allemand de Mutterland, ce qui serait plutôt la matrie, s'opère sous l'égide du Deutscher Werkbund, association créée en 1907 afin de rapprocher l'art et l'industrie, dans la perspective de la conquête des marchés mondiaux, dans la perspective de la concurrence entre impérialisme qui provoquera la Première Guerre mondiale. Parmi les fondateurs du Werkbund figurent des architectes engagés dans la diplomatie culturelle, comme Hermann Muthesius, et des hommes politiques comme Friedrich Naumann, très important réformateur anti-marxiste, par ailleurs proche de Max Weber et futur fondateur du Parti démocrate allemand. Donc les questions du design, dirait-on aujourd'hui, de la qualité des produits, mobilisent l'attention des politiques. Le Werkbund s'attache à donner forme aux paquebots, aux automobiles, mais aussi au mobilier, à la verrerie et à tous les objets de la vie quotidienne, notamment pour gagner des marchés à l'exportation et surmonter le complexe d'infériorité des Allemands vis-à-vis des Anglais. Ce sont les Anglais qui ont imposé aux Allemands d'apposer sur leurs produits un label infamant, Made in Germany. Infamant initialement, et on sait combien son sens a changé depuis. Une partie des fondateurs du Werkbund, et ceci est important, ce ne sont pas que des modernes radicaux, avaient été auparavant à l'origine de la création du Heimatschutz, du mouvement pour la protection des paysages, notamment devant la menace de l'urbanisation et celle de l'industrie, mouvement dont la doctrine est illustrée par les volumes des Kulturarbeiten, des travaux culturels de Paul Schulze-Naumburg. En réaction, donc vous voyez le premier volume à droite qui célèbre les vertus des villages allemands à l'heure de l'industrie. En réaction contre les proliférations décoratives du Jugendstil, la version allemande de l'Art Nouveau, les protagonistes du Heimatschutz trouvent leur langage de prédilection dans les édifices du début du XIXe siècle, dessinés à l'enseigne de cette écriture que l'on nomme le Biedermeier et présentés dans toute une série d'ouvrages populaires à l'époque. Avec le mouvement allemand pour la cité-jardin, très puissant, beaucoup plus puissant qu'en France par exemple, ces associations participent à la création d'une Reformkultur, d'une culture de la réforme qui va bien au-delà d'un simple programme esthétique et qui trouve des parrains dans tout l'appareil d'État, notamment parmi des familles régnantes. Je pense à celle de Hesse à Darmstadt, qui organise une grande exposition en 1901, ou à la famille de Saxe à Weimar, qui invite Henri van de Velde. Mais après le triomphe que représente pour le Werkbund l'exposition de Cologne de l'été 1914, très important moment pour toute l'architecture européenne, la Première Guerre mondiale met à l'épreuve les institutions et les hommes. Elle marque une étape déterminante dans la centralisation et la modernisation de l'industrie, avec le début d'une politique de normalisation. C'est à ce moment que sont inventées les normes allemandes, les normes industrielles allemandes, les fameuses normes DIN, D-I-N, qui norment jusqu'au papier que nous utilisons tous. Dans le même temps, l'oisiveté des temps de guerre, sur le front ou ailleurs, permet, par exemple, à Erich Mendelssohn d'imaginer des édifices fantastiques pendant qu'Ernst May, qui conditionneront son architecture de l'après-guerre, pendant que Ernst May, par exemple, conçoit des mémoriaux et que Theodor Fischer, architecte de Munich, enseigne les principes de l'urbanisme aux officiers de l'armée. Après la révolution de novembre 1918 et l'abdication du Kaiser, l'avènement de la République dite de Weimar. Pourquoi Weimar? Car sa constitution est rédigée par l'Assemblée nationale constituante dans le théâtre de cette petite ville. Donc l'avènement de la République de Weimar transforme l'ensemble des politiques architecturales. Dans un premier temps, les propositions utopiques fleurissent. Par exemple, au sein
d'une association dénommée l'Arbeitsrat für Kunst, le Conseil de travail pour l'art, qui rassemble artistes et architectes. Propositions qui sont illustrées magnifiquement par les projets de Bruno Taut pour une architecture cristalline et alpine, une architecture de grandes coupoles implantées sur les sommets des Alpes et où les peuples de l'Europe viendraient se réconcilier après la guerre. Taut tire ses idées des écrits d'un poète, Paul Scherbart, qui a célébré les vertus pacifiques et pacifistes du vers avant 1914. Mais tout ceci reste, je dirais, dans les cimes, sinon dans les limbes. Le projet d'une socialisation des industries du bâtiment formulé au sein de la gauche social-démocrate par Martin Wagner, qui sera ensuite l'urbaniste de Berlin, reste lettre morte. Et c'est par d'autres techniques, notamment la mise en place d'une fiscalité qui draine des ressources vers le logement, que les politiques très ambitieuses de Weimar pourront être menées. La rencontre entre ces programmes qui sont conduits selon les cas par les municipalités, les coopératives ou les sociétés d'intérêt public, et la rencontre donc entre ces institutions et les différents courants de l'architecture moderne conduit à la formation d'un mouvement aux contours assez flous et à la base institutionnelle diffuse. Ce mouvement qu'on dénomme le Neues Bauen, où se rencontrent formes nouvelles, technologies nouvelles, avec un accent fort sur l'industrialisation et programmes de construction périphérique. Le Neues Bauen est porté par le Werkbund créé avant la guerre et par des associations plus radicales d'architectes, par exemple le Ring ou l'Anneau, qui regroupe les architectes comme Hugo Hering ou Mies van der Rohe. Des appareils d'État spécialisés sont créés pour promouvoir la recherche sur l'habitation et notamment la recherche de l'économie dans les programmes d'habitation. Le plus important de ces organismes, se dénommant en allemand, c'est un nom qui m'a toujours fasciné, la Reichsforschungsgesellschaft für Wirtschaftlichkeit im Bau- und Wohnungswesen, la société de recherche du Reich pour l'économie dans la construction et le logement. C'est cette société qui finance certaines des cités, certaines des Siedlungen les plus grandes ou les plus innovantes, comme celle de Walter Gropius à Dessau. Ces actions et les opérations des collectivités locales social-démocrates ou centristes sont cependant attaquées sur leur gauche par des critiques comme Alexander Schwab. Il ne faudrait pas imaginer qu'un consensus mou règne à gauche. Schwab critique notamment le fait que ces programmes ne s'adressent qu'aux franges les plus aisées de la classe ouvrière et du salariat. Les figures de proue du Neues Bauen parviennent à organiser des expositions à grand spectacle, comme celle de 1927 à Stuttgart, celle de 1929 à Breslau, où des habitations modernes modèles sont découvertes par des centaines de milliers de visiteurs, sans pour autant que les cercles conservateurs ne taisent leur hostilité. La cité de Stuttgart, dominée par la barre de Mies van der Rohe, qui est l'architecte en chef de l'ensemble, et dont la proue est formée à droite par une maison de Hans Scharoun, cette cité est au centre de multiples polémiques, notamment à cause de son utilisation du toit plat et d'une architecture blanche. J'y reviendrai. Les entreprises pédagogiques novatrices, comme celle du Bauhaus, ne manquent pas non plus d'adversaires, et l'école fondée par Walter Gropius en 1919 est contrainte en 1925 d'abandonner Weimar, puis elle devra abandonner son bâtiment manifeste de Dessau, que vous voyez ici, qui est une expression absolument idéale, typique du fonctionnalisme, puisque chaque composante du bâtiment, les ateliers, les salles de classe, l'administration, l'amphi, les logements étudiants, est logé dans un volume différent, articulé selon ce plan en demi-svastika. Donc, ce bâtiment est abandonné par le Bauhaus en 1932 sous la pression des nazis locaux et il se réfugie dans une usine désaffectée de Berlin. Cette institution novatrice est largement portée par les fonds publics. Le Bauhaus est une institution d'État, reste
cependant marginale en termes d'effectifs, il faut bien l'avoir à l'esprit, surtout alors que s'amorce une année en 1919 de célébration allemande du Bauhaus qui va être absolument exaspérante par ses redites et son intensité et ses approximations historiques. Les écoles dominantes sont ailleurs. Elles sont à Berlin, où Hans Pölzig et Heinrich Tessenow sont les professeurs les plus influents, à Munich avec Theodor Fischer, à Stuttgart avec Bohnatz et Schmitthenner. Je parlerai de la plupart de ces personnages. Les effets de la crise de 1929 sur l'économie allemande, qui est très américanisée, sont aussi rapides que durables et profonds. Ils conduisent à l'arrêt des programmes de construction de logements et donc au chômage de nombreux professionnels et des ouvriers. Des formes plus élémentaires, voire presque, je dirais, indigentes, d'extension des villes apparaissent, comme les Siedlungen du bord des villes, les Stadtrandsiedlungen, où les maisons sont réduites pratiquement à des cabanes de jardiniers. Dans cette atmosphère politique de plus en plus tendue, les campagnes réactionnaires du Kampfbund für deutsche Kultur, de l'Union pour la culture allemande, l'Union de combat pour la culture allemande, stigmatisent le bolchevisme culturel et dénoncent l'architecture des toits plats et des façades sérielles. Cette carte postale qui avait été publiée à Stuttgart en 1927 pour faire rigoler les visiteurs, la cité moderne, représentée comme un village arabe, change de sens. Elle sert de support à la stigmatisation de l'architecture moderne comme étant liée ni au Blut, ni au Boden, ni au sol, ni au sang de l'Allemagne. Comme l'a noté Hannah Arendt dans son analyse toujours largement valide du totalitarisme, le nazisme, qui s'installe donc à partir de 1933, des élections de l'hiver 1933, le nazisme est un régime traversé par de multiples conflits. Bien qu'il utilise la rhétorique révolutionnaire, le national-socialisme préconise et met en œuvre une implacable modernisation capitaliste de l'appareil industriel et du territoire. Il fait aussi toute leur place aux architectes traditionnalistes qui avaient adhéré au mouvement dans les années 20, comme Paul Ludwig Trost à Munich ou Schulzen à Hambourg, car une partie des hiérarques du parti les soutiennent, à commencer par Hitler. Mais certains des modernes, comme Mies van der Rohe, sont considérés un temps comme recevables. Et beaucoup d'entre eux, beaucoup des modernes les plus jeunes, seront employés sans aucune réticence dans les programmes échappant à l'impératif monumental, comme les usines ou les infrastructures. Cette pluralité des langages utilisés sous et par le Troisième Reich a été étudiée dès les années 70, par exemple par l'historienne américaine Barbara Miller-Lane et bien d'autres depuis. Ils ont montré assez facilement que le néoclassicisme des projets de Speer était quantitativement très marginal. Le Reich est bâtisseur, il entreprend la construction de nouveaux édifices publics, mais aussi d'usines, de logements et de bâtiments publics et de villes nouvelles, comme celle des Hermann Göring Werke sur un plan moderne. En 1933, les architectes juifs comme Erich Mendelssohn, par exemple, ou les plus marqués à gauche, comme Bruno Taut, sont rapidement contraints à l'exil. Certains ont compris dès avant 1933. En dépit des campagnes contre l'architecture moderne orchestrées par certaines figures du mouvement, du nazisme, nombreux sont ceux qui aspirent quand même à poursuivre leur activité au service des nouveaux maîtres du pays. Et ici, je reviens sur ce concept proposé par l'historien Philippe Burin à propos de Vichy, dont j'ai parlé il y a 2 ans, vous vous en souvenez, sans doute, certains s'en souviennent ici. Burin parlait de l'accommodement des intellectuels, des fonctionnaires, etc., aux conditions de l'occupation. Pendant les premières années du Reich, alors que sa dimension criminelle n'apparaît qu'aux yeux des plus politisés, l'accommodement passe par la participation au concours public d'architecture, dont un des plus précoces est en 1934 celui qui porte sur la Haus der Arbeit, la maison du travail. Y répondent des modernes berlinois comme Luckhard, les frères Luckhard, et aussi Walter Gropius, qui semble encore croire à un destin possible dans la Nouvelle-Allemagne et n'infléchit pas son architecture. Il se contente de mettre un drapeau à svastika sur son projet.
Les professionnels, les critiques et les enseignants forcés à l'exil poursuivent leurs recherches dans un grand nombre de pays, des Amériques à l'Asie, en passant par l'Europe et l'Union soviétique. Des protagonistes importants de la culture de Weimar travaillent à Moscou, d'abord parce qu'ils sont au chômage, ensuite pour des raisons idéologiques. Beaucoup passent en Europe occidentale avant de rejoindre le Nouveau Monde. Mendelssohn passe par exemple en Angleterre, j'y reviendrai, puis en Palestine. Mais son associé, l'associé de Mendelssohn, lui, reste à Berlin et réalise l'aéroport de Tempelhof et le ministère de l'air de Göring. Pour l'immense majorité de ceux qui demeurent en Allemagne et pour les jeunes diplômés des écoles, le chômage du début des années 30 n'est plus qu'un souvenir, car les programmes de l'industrie, des infrastructures, de la rénovation des centres apportent des commandes significatives pour lesquelles des solutions hybrides entre le moderne radical et le traditionnalisme sont souvent privilégiées. La Seconde Guerre mondiale n'interrompt que partiellement cette production. L'Allemagne continue à construire un certain temps pendant la guerre, avant que la guerre soit déclarée totale. Nombre d'architectes sont d'ailleurs mobilisés en tant que tels, comme ici Rügenberg, l'ancien chef d'agence de Mies van der Rohe, celui qui avait dessiné les plans du pavillon de Barcelone de Mies et qui travaille pour la Luftwaffe. La guerre conduit aussi au lancement de programmes spécifiques, comme ce Generalplan Ost, dont la finalité est la colonisation agraire implacable de la Pologne et d'une partie de la Russie. Des dizaines d'architectes, de paysagistes, de géographes, d'économistes, d'écologistes participent à cette entreprise pluridisciplinaire de germanisation, si je puis dire, dans laquelle la dimension esthétique est très présente. Il s'agit que le paysage ait l'air allemand. Passé de l'aménagement de Berlin à la direction du ministère de l'Armement, Speer est assisté par des architectes modernes comme Neufert, dont je dirai un mot, et par un conseil de travail pour la reconstruction dirigé par Wolters, moderne, qui était passé en Union soviétique et dans lequel travaillent de nombreux professionnels modernes opposés aux hypothèses de Speer. Pour reprendre le titre du film de Roberto Rossellini, Allemagne année zéro, il n'y a pas d'année zéro pour l'architecture allemande, pour le contredire, je dirais. Quelques-uns des membres de cet Arbeitsstab continuent à étudier les plans des villes dont ils étaient responsables sous le nazisme, tandis que certains exilés reviennent, certains, progressivement. La stase est très brève avant que la reconstruction ne débute sous l'égide des occupants. Leur engagement est très variable. Faible pour les Britanniques, nul pour les Américains, qui se contentent de faire venir des experts, mais un engagement très fort pour les Soviétiques et les Français. Dans leur zone d'occupation, dans le sud-ouest de l'Allemagne, on voit ainsi le projet élaboré par Marcel Lotz pour Mayence devenir une tentative tout à fait unique pour imposer un plan moderne dogmatique à une ville qui n'en veut pas et que le tissu démocratique reconstitué parviendra à rejeter. En dépit de la division de l'Allemagne en zones, dans cette période brève, la politique berlinoise reste conduite par une municipalité unique, sous l'égide de laquelle ce plan théorique de Hans Scharoun, qui prévoit de complètement réécrire la structure de l'ensemble de la ville et de la quadriller par un système autoroutier, de la décentraliser aussi, ce plan est un plan censé s'appliquer à l'ensemble de la ville, comme les suivants. Les politiques architecturales conduites par la suite, à partir de 1949, pendant les 40 années qu'a duré la division de l'Allemagne, ont été longtemps considérées comme radicalement divergentes, avant que d'incontestables parallélismes soient soulignés par des recherches récemment. Mais bien que les différences de problématiques et d'écriture entre l'Ouest et l'Est apparaissent moins abyssales qu'on ne pouvait les penser à l'époque, les systèmes sociaux des deux États et leur mode de production pendant 40 ans sont profondément opposés. En Allemagne de l'Ouest, où le chancelier, ancien maire de Cologne, avait été très engagé dans la politique urbaine, le paradoxe étant que son urbaniste, Kurt Meyer, sera pratiquement l'auteur du plan de Moscou de 1935. Les recherches récentes des Allemands le montrent. En Allemagne de l'Ouest, le concept d'économie sociale de marché, proposé en 1947 et porté par la CDU, par les chrétiens-démocrates, avant que les sociodémocrates ne le reprennent à leur compte, fait figure d'idéologie dominante.
il rend compte d'une société capitaliste à haut degré de régulation publique et dans laquelle une certaine cogestion des entreprises est instituée. L'appareil d'État fédéral, on le sait, reste limité dans ses prérogatives, jouant un rôle d'impulsion et d'incitation, et pas du tout un rôle d'organisation de la production comme en France. Il n'intervient pas dans la sphère de la culture, qui reste de la compétence des lenders. Les conflits autour de la reconstruction que les destructions apocalyptiques de la guerre rendent urgente se jouent essentiellement sur un plan local en Allemagne, et non pas dans le rapport entre un ministère et le terrain. Sur le plan local, avec les municipalités et les partis d'une part, les architectes, les urbanistes d'autre part. Et l'on voit d'ailleurs, ici c'est le cas dans une certaine mesure, certains élus de la période de Weimar retrouver leur place et avec eux leurs interlocuteurs professionnels de l'époque. Peu de projets radicaux sont suggérés, à l'image de ce nouveau Cologne, dédoublé avec un nouveau centre de Rudolf Schwarz, et c'est plutôt une modernisation fondée sur les infrastructures routières qui est la stratégie dominante. Elle aboutit dans beaucoup d'agglomérations à la mise en place de ce que l'urbaniste Hans-Bernhard Reichow appellera la autogerechte Stadt, la ville régulée par l'automobile. Les différences entre municipalités chrétiennes-démocrates et social-démocrates restent ténues en la matière. Et on voit apparaître, je n'ai pas l'image aujourd'hui, dans certaines villes des reconstructions littérales qui s'opposent à celles des reconstructions automobilistiques, reconstructions fondées sur des pastiches plus que sur des reconstructions archéologiquement fondées. À Bonn-Bad Godesberg, le gouvernement fédéral répugne à se mettre en scène avec des édifices monumentaux trop visibles, car ce serait prendre acte de la pérennité de la division de l'Allemagne. En revanche, en 1958, l'État fédéral et le Sénat de Berlin-Ouest organisent un concours sur Berlin-Capitale, qui porte sur l'ensemble du centre de la ville sans tenir compte de la division entre Est et Ouest. Il repose sur une fiction volontariste, celle d'une réunification proche dont l'espoir sera brisé en août 1961 par la construction du mur. En revanche, les programmes d'exposition faisant écho à celles de 27 à Stuttgart sont réalisés et leur effet sur la pratique est conséquent. Après Constructa, organisé en 1951 à Hanovre, l'Interbau de 1957 à Berlin est un événement d'ampleur européenne, voire mondiale, par le large spectre des architectes invités, d'Alvar Aalto à Walter Gropius, dont vous voyez le bâtiment au premier plan, et Oscar Niemeyer, dont le bâtiment se trouve plus loin, c'est son premier bâtiment permanent hors du Brésil. Importante exposition par la clarté de l'alternative que son plan urbain libre et aéré et ses édifices individualisés, tous différents, constituent vis-à-vis du monolithisme de la Stalinallee qui vient d'être largement construite à l'est et que l'on verra. L'ouverture au monde de cette manifestation, qui reste inscrite dans le tissu bâti de Berlin, est aussi le thème de l'IBA, de l'Internationale Bauausstellung, organisée entre 1984 et 1987 dans les quartiers berlinois de Tiergarten, où les constructions neuves dominent en haut, ou le quartier de Kreuzberg, où une réhabilitation rigoureuse et très sociale est conduite. Il s'agit d'expérimenter des alternatives aux grands ensembles ou aux rénovations urbaines assez brutales pratiquées jusque-là en Allemagne. Une procédure donc d'expérimentation soutenue par l'action publique qui se prolongera avec des programmes portant sur d'autres thèmes, celui de la reconversion des friches industrielles, par exemple dans la Ruhr, dans les années 90. Alors, passons à l'Est. Le modèle selon lequel la République démocratique allemande pratique la reconstruction, l'extension et la modernisation des villes est fondé sur une étatisation presque complète de la production du bâtiment et du travail architectural, concentré dans des agences publiques. Le parti unique, le SED, définit une politique très délibérée que résume en 1950, le parti a un point de vue sur la construction et l'architecture, que résume en 1950 les 16 points pour la reconstruction des villes, dont le propos est traditionnaliste, en faveur de la ville continue, des rues et pas du tout des espaces libres urbains, en faveur des valeurs historiques des villes allemandes. La doctrine du réalisme dit socialiste s'impose à tous jusqu'à la mort de Staline et un peu au-delà.
et aboutit à des opérations d'ampleur très rhétoriques, comme cette Stalinallee de Berlin ou à certaines reconstructions à Rostock et Dresde. L'importation du procédé de préfabrication Camus, d'ailleurs aussi utilisé à l'Ouest dans les années 50, l'observation, oui, il est intéressant de voir que les architectes de la Stalinallee sont allés regarder la reconstruction de Perret au Havre. C'est une sorte de chiasme assez amusant. Les Havrais opposés à la reconstruction et aux mairies communistes disaient que c'était une ville stalinienne, mais en fait les staliniens sont allés étudier le Havre pour faire la même chose chez eux. Petite histoire amusante. Donc l'importation du système Camus, qui est aussi acheté en Allemagne de l'Ouest, va permettre à l'apparition d'une architecture de panneaux de béton qui permettra de construire des ensembles urbains très vastes, celui de la ville nouvelle de Halle-Neustadt par exemple. Ce système est remplacé dans les années 70 par ce que vous voyez ici, dans le grand ensemble de Marzahn à Berlin, par la Wohnbauserie, la série de construction 70, développée par la Bauakademie, par l'Académie de la construction et l'Université de Dresde, plus flexible que les panneaux antérieurs. C'est un système qui va permettre de construire des centaines de milliers de logements et qui aura une destinée intéressante. En effet, dans les années 80, en parallèle aux expérimentations engagées à l'Ouest, mais sans la même ouverture internationale, les thèmes du postmodernisme franchissent le rideau de fer. Et des tentatives très discutables d'introduction de figures ornementales, couplées à un retour, comme vous le voyez ici, un rejet des bars et un retour aux rues et aux îlots fermés. Donc ce processus se fait jour à Berlin. Je l'avais, il y a très longtemps, dans un article facétieux qualifié de Ostmoderne. Non pas le postmoderne, mais le Ostmoderne. Dans la décennie précédant la liquidation de la République démocratique allemande, d'autres courants contradictoires apparaissent, comme la célébration du Bauhaus, considéré à la fois comme politiquement recevable, le Bauhaus considéré comme étant de gauche et comme faisant figure de laboratoire de l'industrialisation, ce qui, dans les deux cas, est une vérité relative. Alors, les institutions de la RDA sont démantelées après la Wende, après le tournant de 1989-90. C'est le cas de cette Bauakademie, très intéressante par ailleurs, dispositif centralisé de production scientifique et de normalisation technique. Le modèle occidental s'impose à l'ensemble de l'Allemagne et les professionnels de l'Est, sauf les plus jeunes, ont le plus grand mal à être assimilés ou recyclés. Dans une certaine mesure, un achèvement et une réécriture de la reconstruction s'opèrent. Ici, la Frauenkirche de Dresde, qui était restée un tas de ruines, à la fois parce que sa reconstruction semblait impossible et parce que les Allemands de l'Est ne souhaitaient pas laisser trop de place aux édifices religieux, eh bien, cette Frauenkirche est refaite un peu à la Disney. De nouveaux modèles urbains s'appliquent à l'Est, où la suburbanisation, inconnue avant 1989, se déploie, pendant qu'apparaît un problème urbanistique gravissime, qui est celui des villes qui fondent, des villes qui rétrécissent, des schrumpfende Städte, des villes qui perdent leur population parce qu'elles sont mal habitables. L'énergie du Bund, de l'État fédéral, se concentre pendant ce temps sur la reconstruction de Berlin, où un nouveau centre politique est créé, vous le voyez ici, dans la boucle de la Spree, le Reichstag restauré, reconstruit par Norman Foster au milieu, la chancellerie de Axel Schultes en bas à droite. Les édifices ministériels de la RDA sont remplacés, comme le ministère des Affaires étrangères, à vrai dire affreux. Les ambassades retrouvent leurs édifices d'avant-guerre ou s'installent dans de nouveaux locaux. Et des partis politiques, comme le SPD ou la CDU, édifient des sièges tout neufs. Des projets urbains d'ampleur sont engagés pour requalifier des territoires portuaires à l'ouest, à Hambourg par exemple, ou des emprises ferroviaires comme à Stuttgart. Enfin, et je ne prétends pas résumer les politiques architecturales allemandes des 25 dernières années en deux phrases, donc je ne le ferai pas, mais un seul exemple. Dans le champ des politiques de l'innovation, de nouvelles IBA développent le modèle lancé à Berlin abordant des thématiques changeantes. Elles permettent de focaliser des moyens publics exceptionnels pendant une durée déterminée pour transformer des territoires en crise. Donc elles se succèdent à l'Est à partir de 2000, à l'Ouest, ici à Heidelberg, et le modèle est exporté à Bâle et à Vienne. Ce fil
donc des transformations politiques étant déroulées. C'est le fil que vous voyez du rose au rouge profond de la ligne supérieure de ce tableau. Je voudrais revenir à l'hypothèse que j'avais formulée dans la première séance de ce cours quant à la signification de la longueur des trajectoires des architectes et leur capacité à traverser les régimes sans nécessairement infléchir leurs problématiques. C'est de ça que je voudrais parler maintenant. Au risque d'enfiler des perles biographiques, j'en suis conscient, je propose de considérer dans leurs grandes lignes les parcours d'une vingtaine d'individus nés entre la fin des années 1860 et le début du XXe siècle, et qui ont tendance à mourir tous à peu près au même moment d'ailleurs, et de voir leur intersection avec les régimes politiques que je viens de présenter. Parmi les architectes actifs sous le Second Reich, dont l'Empire wilhelmien, la République de Weimar et le nazisme, se détachent deux des professionnels les plus influents, tant par leur activité dans l'enseignement que par leur capacité à faire de leur agence un lieu de formation. J'ai déjà évoqué Behrens, donc ligne du haut, dans l'atelier duquel, à Neubabelsberg, se côtoient un temps Gropius, Mies van der Rohe et le jeune Le Corbusier. Dans le dispositif de l'Allemagne d'avant 14, Behrens est présent dans la colonie d'artistes du grand-duc de Hesse à Darmstadt, puis travaille en Rhénanie pour l'industriel Karl Ernst Osthaus. C'est ce crématoire ici inspiré de la Badia de Fiesole en Toscane, et pour des grandes entreprises comme Mannesmann, dont il crée le siège social à Düsseldorf, et aussi pour la EG, je l'ai dit. La Wilhelmstrasse, le quai d'Orsay allemand, lui confie l'ambassade d'Allemagne à Saint-Pétersbourg, en face de la cathédrale Saint-Isaac, magnifique bâtiment dont les détails, notamment ce haut-là avec des colonnes noires, sont mis au point par Ludwig Mies, pas encore Van der Rohe. Après la guerre, Behrens reprend la chaire d'Otto Wagner à l'Académie de Vienne et participe à Vienne au programme social-démocrate de construction des Höfe, des grands ensembles de logements. Revenu en Allemagne, il remporte en 1932, ce n'est plus un jeune homme, le concours pour la reconstruction de l'Alexanderplatz, avec ces deux bâtiments que vous voyez ici et qui ont résisté à la guerre, deux bâtiments très costauds en béton qui sont toujours là, celui-ci a disparu. Concours organisé par le socialiste Martin Wagner, avant de retrouver la confiance de l'AEG, qui a été nazifiée, et je ne vois plus l'image, si, on la voit ici à droite, pardon, la confiance de l'AEG pour dessiner son siège social sur le grand axe du Berlin de Speer. Pölzig, pratiquement contemporain, sera de 20 à 35 l'un des enseignants les plus importants, les plus influents de l'Université technique de Berlin, après avoir enseigné à Breslau. Comme Behrens, il travaille pour l'industrie, mais dans une veine différente. Il édifie cette usine chimique à Luboń, à côté de Breslau, en Silésie. Sous Weimar, il travaille pour le théâtre et le cinéma. Il réalise la grande salle de spectacle de Max Reinhardt. Il conçoit le décor du film Le Golem de Paul Wegener. Il réalise la maison de la radio de Berlin, puis ce gigantesque siège social de Ligue Farben à Francfort, dont le plan en peigne, vous voyez ici, une partie de ce peigne fait écho au siège social de General Motors à Detroit, construit par Albert Kahn. Au début du nazisme, il accepte de prendre la direction des écoles d'art appliqué de Berlin, dont le directeur Bruno Paul a été chassé par les nazis, mais apparemment les doutes s'amoncellent et au moment de sa mort, il s'apprêtait, comme beaucoup de ses collègues, à partir en Turquie. Aucune velléité d'exil chez ce mauvais génie de l'architecture et de la culture allemande qui est Paul Schulze-Naumburg, qui est un des principaux idéologues culturels du nazisme, au-delà de l'architecture et bien avant 1933. J'ai parlé de ces Kulturarbeiten, critiques visuelles du paysage de l'Allemagne industrielle, et en tant que tel, récit photographique tout à fait innovant. Son livre de 28, que vous voyez ici, Kunst und Rasse, qui rapproche des images des figures de déformations monstrueuses de tableaux modernes. Ce livre est à l'origine de la campagne contre l'art dégénéré, Lentartete Kunst, qui verra les nazis organiser la persécution des artistes modernes et aussi le pillage des collections. Réactionnaire conséquent, il crée sous Weimar le Kampfbund für deutsche Kultur, l'Union de combat
pour la culture allemande. Il combat le Bauhaus et obtient qu'il soit éjecté de Weimar. Couvert d'honneur par les nazis, il finit son existence après 1945 dans l'obscurité sans être inquiété par les occupants. D'autres figures d'un traditionnalisme, je ne voudrais pas qu'on assimile tous les traditionnalistes à l'ignoble Schulze-Naumburg, d'autres figures d'un traditionnalisme moins ouvertement réactionnaire doivent être mentionnées aussi, dont l'activité se poursuit parfois après 1945. Tessenow, architecte de la première cité-jardin allemande à Hellerau, près de Dresde. Il est, lorsque le jeune Le Corbusier la visite, cette cité, je cite le jeune Corbu, la figure même de l'ange. Hostile à la métropole, il vante les mérites de la petite ville et de l'artisanat et dessine ces délicieuses petites maisons. Le mémorial qu'il aménage en 1931 dans le nouveau corps de garde de Schinkel à Berlin, aux morts de la Première Guerre, est un modèle de retenue. Sous Weimar, Tessenow dirige l'atelier concurrent de celui de Pölzig à Berlin et compte parmi ses élèves Speer, ce qui ne l'empêche pas d'être chassé de son poste par les nazis. Vous voyez, il est chassé de son poste d'enseignant, mais il participe en 1936 au concours pour le gigantesque établissement de bains de l'organisation Kraft durch Freude sur l'île de Rügen dans la Baltique, avec cette halle qui forme comme un double de la pinède qui l'entoure. Les principes de ces projets ultérieurs, une cité ouvrière pour Junkers ou des projets de reconstruction après la guerre dans la zone soviétique sont identiques. D'ailleurs, sa moralité politique justifie sa renomination par les Russes à sa chaire de l'Université de Berlin. Au même moment, en 1945, les Français blanchissent en quelque sorte Paul Schmitthenner, partisan d'un traditionnalisme plus littéral dans ses références historiques. Nazi déclaré, Schmitthenner avait été prudent pendant la guerre, ou les choses étaient plus complexes. Il avait défendu des résistants alsaciens condamnés à mort, et du coup, les Français le libèrent et le laissent travailler dans la veine des cités-jardins qu'il avait élaborées. Par exemple, celle-ci date de 1917, Berlin, très intéressante dans son plan pittoresque. Sous Weimar, Schmitthenner avait créé le Bloc, association conservatrice opposée au Ring moderne, au Ring des modernes. Et en 1933, il est intéressant de voir ce qu'il réalise à Stuttgart, donc 6 ans après la cité moderne du Weissenhof, la cité du Kornhof, où tous les bâtiments sont construits en bois pour utiliser les techniques traditionnelles modernisées et pas en béton ou en acier. Pendant la guerre, il fait un projet démesuré pour l'extension de Strasbourg, ville réannexée par les Allemands, et à Mayence, un plan alternatif à celui de Lotz pour la reconstruction de la ville. Important collègue de Schmitthenner, Bonatz, voit son nom attaché à la gare de Stuttgart, que vous voyez à gauche, édifiée qui traverse les régimes. Elle est lancée sous l'Empire, elle est finie sous Weimar. Il réalise des ouvrages hydrauliques tout très élégants qui lui valent d'être recruté par Fritz Todt pour concevoir les ouvrages d'art les plus importants du programme autoroutier. Donc c'est l'architecte des grands ponts des autoroutes. Critique vis-à-vis de Speer, dans une certaine mesure, Bonatz juge prudent de prendre le large et il s'installe en Turquie de 1943 à 1954. Il enseigne à Istanbul et réalise l'opéra d'Ankara, que vous voyez ici. Il représente un cas assez caractérisé d'accommodement sans adhésion idéologique et puis de prise de distance. Alors, j'ai déjà parlé de Kreis, j'ai présenté ses projets de mémoriaux. À la différence des précédents, Kreis reste actif dans 4 régimes successifs, ajustant son écriture aux circonstances. Vous voyez cette tour de Düsseldorf en 1924, qui est le premier gratte-ciel, modeste, mais gratte-ciel quand même, allemand, et qui est une tour aux formes plutôt modernes, très différente par exemple des projets que les Allemands font pour le Chicago Tribune à la même époque, enfin la plupart des Allemands. Il est le président du Bund, de l'Union des architectes sous Weimar, et il reçoit beaucoup de commandes du nazisme, notamment autour de l'axe de Speer, c'est ce que vous voyez en bas avec ce projet d'arsenal. Kreis était très inspiré par Boulay-Ledoux, il faut le dire. Après la guerre, après 1945, il reprend ses activités sans encombre dans la République fédérale, qui lui donnera ses plus hautes décorations. Un moderne actif sous Weimar,
qui participe aussi au projet des nazis est Rudolf Schwarz, qui est un architecte catholique de Cologne, qui n'est pas nazi politiquement, qui n'est pas un résistant, mais ça n'est pas un nazi, et qui participe à la politique de colonisation industrielle et agraire des Allemands en Moselle, politique très importante par ses ambitions. Créer un réseau urbain nouveau de villes, Schwarz le fait à partir d'une théorie qu'il illustrera dans un livre après la guerre. Revenu à la vie civile, Schwarz ne sera pas inquiété par les Français et sera le principal organisateur de la reconstruction des églises de Cologne. Et il sera à l'origine d'une polémique mémorable contre l'héritage du Bauhaus en 1953. Dès 1953, contrairement à ce qu'on pourrait penser, la réhabilitation du Bauhaus ne fait pas l'unanimité en Allemagne de l'Ouest, et dans le même temps, le Bauhaus est condamné comme étant cosmopolite et nihiliste en Allemagne de l'Est, et Schwarz publie un article extrêmement dur et critique vis-à-vis de Gropius, de Mies et des autres. Entre 1933 et 1945, l'exil est une expérience partagée par des dizaines de milliers d'intellectuels et d'artistes, à laquelle les artistes n'échappent pas. Je vais parler un peu de l'exil maintenant. Pour certains, comme Scharoun, il est intérieur, actif dans la reconstruction de la Prusse orientale pendant la Première Guerre, membre des groupements révolutionnaires berlinois. Scharoun enseigne à Breslau jusqu'en 1932. Il poursuit son activité pendant le Troisième Reich en construisant des petites maisons dont l'invention spatiale est cachée sous des formes extérieures conformes aux attentes du nazisme, donc en gros des plans modernes et des toits en pente, et dessine pendant la guerre des compositions utopiques. Il est urbaniste en chef de Berlin encore unifié après la guerre. Il crée des logements et des écoles dans une écriture expressive et fluide, et ses projets des temps de guerre pour des grandes salles de spectacle, des grands lieux de communion utopique dans la musique le conduisent à son projet magnifique pour la Philharmonie de Berlin. Les figures prises par l'exil sont tout à fait multiples et ne conduisent pas nécessairement à un retour en fanfare en Allemagne. May, qui avait écrit l'architecte des cités-jardins des Siedlungen de Francfort, qui avait quitté l'Allemagne pour l'URSS avec un groupe de plusieurs dizaines d'architectes, revient. Vous voyez la caricature à droite, May présenté comme un judéo-bolchevique de l'architecture. Ernst Adamovich May, caricature de la presse de 1933. May se retrouve au Tanganyika, au Kenya et en Afrique du Sud avant de revenir en Allemagne à la fin des années 40 et de devenir un des grands urbanistes de la reconstruction allemande. Pour certains, pour d'autres, l'exil est sans retour. Taut, qui avait été engagé lui aussi dans l'effervescence révolutionnaire de 1918, comme Scharoun, était devenu la figure de proue du Neues Bauen, comme architecte en chef de Magdebourg, puis architecte des Siedlungen de Berlin. Bête noire des nazis, il passe un peu par Moscou et s'établit pour 3 ans au Japon, où il opère une sorte de jonction intellectuelle très intéressante entre ses théories et la culture matérielle japonaise. Il est chargé de projets très significatifs par la Turquie d'Atatürk et meurt à Istanbul en 1938. Mendelssohn, je crois qu'il est important de voir comment se sédimentent tous ces parcours. Mendelssohn, parcours sinueux lui aussi. Mendelssohn avait construit le laboratoire, la tour d'Einstein, et des grands magasins extraordinaires dans les villes allemandes, comme celui que vous voyez à gauche, publié des livres déterminants sur l'Amérique et la Russie. Sans attendre la montée des persécutions, il s'installe à Londres, puis en Palestine, où il édifie des bâtiments remarquables, ici l'hôpital Hassada. Il part en 1941 aux États-Unis. Le fondateur du Bauhaus, Walter Gropius, est une des figures les plus critiquées par les nazis, par le courant dominant, pas par l'ensemble des nazis, sous Weimar. J'ai parlé de ses illusions de l'année 1934 avec le concours de la Haus der Arbeit. Il passe à Londres et atterrit aux États-Unis, où il prend la direction de l'école d'architecture de Harvard, où il élabore un nouveau langage que vous voyez à droite avec son Graduate Center. L'exposition qu'il inspire en 1938 au MoMA de New York est décisive pour constituer l'aura du Bauhaus. Elle lui donne une chambre de résonance considérable. Après la guerre, Gropius est invité par les forces d'occupation américaine à donner son avis sur la reconstruction de l'Allemagne. On le voit descendre de l'avion
à Francfort, mais il s'abstient de revenir y construire, si ce n'est pour l'immeuble de l'Interbau de 1957 que j'ai montré, et pour les archives du Bauhaus à Berlin, œuvre largement posthume. Le deuxième directeur du Bauhaus, le troisième directeur, après Gropius et Meyer, Ludwig Mies van der Rohe, imagine quant à lui pouvoir rester apolitique pendant les premières années du nazisme, en dépit de cette tare évidente que constitue son projet réalisé pour le monument aux spartakistes, aux communistes Liebknecht et Rosa Luxemburg. Il se bat en 1933 pour remporter le concours de la Reichsbank et surtout pour empêcher la fermeture du Bauhaus qu'il a transféré à Berlin, en se rapprochant de dirigeants nazis comme Rosenberg, sensibles à la culture moderne. Quand les nazis lui demandent de chasser les professeurs juifs, je crois que l'anecdote est fondée, il décide de fermer définitivement, notamment Kandinsky, il décide de fermer définitivement. Une fois dissipée l'illusion qu'il avait de pouvoir construire en 1935 le pavillon de l'Allemagne à l'exposition de Bruxelles, Mies part aux États-Unis, où il prend la direction de l'école d'architecture de l'Illinois Institute of Technology. Assez vite, les liens reprennent avec l'Allemagne, mais ça se passe assez mal au début. Son projet pour le Théâtre national de Mannheim en 1953 est refusé par le jury au moment où son ami Schwarz a lancé sa polémique contre le Bauhaus. Et ce n'est qu'en 1965 qu'il parvient à avoir la commande de la magnifique nouvelle National Gallery, à 2 pas de la salle de Scharoun, après avoir fait d'autres projets non réalisés pour des musées en Allemagne. J'évoquerai enfin un dernier groupe, une dernière cohorte, si l'on veut. C'est celle plus jeune des disciples et des assistants de ces principales figures du moderne, cohorte qui connaît dans l'ensemble un destin assez différent. Alors, certains d'entre eux, voici les élèves de Hannes Meyer, qui partent avec lui à Moscou en 1930. C'est l'exil pour eux vers l'URSS, puis ailleurs, et c'est un destin tragique. Tolziner, qui est un des membres du groupe, passe 15 ans au goulag où meurent certains de ses compagnons, expulsé par les soviétiques ou rendu gentiment par les soviétiques aux nazis. Püschel, qui se trouve ici, que j'ai connu, personnage tout à fait étonnant, est envoyé dans un bataillon disciplinaire nazi, puis fait prisonnier par les Russes, et finit en participant à la reconstruction de l'Allemagne de l'Est et de la Corée du Nord. Un destin de personnage absolument inoxydable, indestructible. Les jeunes modernes moins politisés sont engagés dans l'effort de guerre nazi, souvent auprès de la Luftwaffe, et sont parfois complices des entreprises les plus criminelles. Fritz Ertl, par exemple, qui dessine Birkenau. Assistant de Gropius pour le bâtiment de Dessau, l'un des plus intéressants de tout cela, c'est Neufert, qui publie en 1936 un livre traduit en français sous le titre « Éléments des projets de construction », qui est le plus grand best-seller de l'architecture des temps modernes. Plus de 500 000 exemplaires imprimés. Il devient un assistant de Speer, un des principaux assistants de Speer, pour lequel il publie un deuxième livre, préfacé par Speer, qui est un projet délirant de normalisation totale du bâtiment en Allemagne à partir d'un module de 12 cm5, d'un mètre divisé en 8 parties, et il imagine ces machines roulant sur des rails et permettant de laisser derrière elles des chapelets, comme des escargots leur bave, des chapelets de maisons en béton. Après 1945, il encaisse les plantureux droits d'auteur de son manuel et construit des dizaines d'usines en Allemagne fédérale. J'ai parlé de cet autre assistant de Speer qui était Friedrich Thams, élève de Tessenow et de Pölzig. C'est lui qui avait énoncé la loi de la grandeur en architecture. Il devient l'urbaniste en chef de Düsseldorf, dont il dirige la reconstruction, en proposant, ici vous le voyez, des infrastructures assez ambitieuses. Quant à Rimpel, élève de Theodor Fischer à Munich, nazi précoce et moderne, déterminé et assez élégant, il avait construit les usines de Heinkel, il avait conçu la ville des aciéries de Hermann Göring, pendant la guerre, créé un bureau d'études industrielles avec des filiales à Prague et Paris occupés. Passé à travers le filtre un peu poreux de l'épuration, il crée une agence à Mayence en 1946, et il travaille avec les Français, puis s'établit à Wiesbaden. Élève de Pölzig, enfin, les deux derniers, élève de Pölzig à Berlin, Eiermann est lui aussi engagé dans la construction d'usines d'armement pendant la guerre.
Après un voyage déterminant aux États-Unis début des années 50, il est sans doute plus que d'autres celui qui forme le langage institutionnel de l'Allemagne fédérale, avec son pavillon à l'exposition de Bruxelles en 1958, avec son ambassade à Washington, par exemple. Mais il travaille aussi pour Olivetti et édifie un magnifique ensemble de bureaux pour Olivetti à Francfort. Enfin, du côté de l'Allemagne de l'Est, le destin de Henselmann est des plus édifiants, si je puis dire. Formé largement sur le tas, il réalise dans les années 30 des villas modernes à Berlin. Il dessine aussi des usines pendant la guerre. Il devient directeur de l'école de Weimar, lointaine et héritière du Bauhaus en 1949, et se convertit au réalisme socialiste pour construire ces bâtiments-là, cette tour ici historiciste à Berlin, et pour conduire le projet de la Stalinallee. Puis il prend un nouveau virage vers le moderne avec l'aménagement de l'Alexanderplatz, projet manifeste de la RDA des années 60 et 70. Dans son cas et celui de ses confrères est-allemands, les inflexions architecturales semblent fortement déterminées par celles de la politique, ce qui rapproche en définitive l'Allemagne de Walter Ulbricht et Erich Honecker de celle de Hitler, alors que les inflexions de la production occidentale semblent plus découler d'une libre conversation entre critiques et architectes. En tout état de cause, et pour conclure, la matrice des relations entre politique et architecture apparaît comme particulièrement complexe au cours de ces dernières 150 années de l'histoire allemande. Tant les rebonds inattendus, les paradoxes apparents abondent. Ils mettent en relief des processus récurrents d'instrumentalisation réciproque entre politique et architecte, dont la maille très serrée reste encore à dénouer. Merci.